Adrien, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler stratégie d'entreprise, de comment la prise en compte de la performance ESG peut nourrir cette stratégie, avec un business case à l'appui de votre démonstration. Nous parlerons aussi de l'intelligence artificielle, plus précisément de son apport pour parvenir à une approche multidimensionnelle des décisions. Alors, première question qui peut apparaître philosophique, mais qui est bien relative à la CSRD, c'est que pour vous, Adrien, la CSRD doit certes permettre de comprendre le présent, le passé, mais elle doit surtout servir à mieux définir et à améliorer l'avenir. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, absolument. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir et merci pour cette matinale extrêmement enrichissante. Effectivement, cette première question peut sembler un petit peu philosophique, mais on promet qu'elle est bien pragmatique et on va y revenir avec le business case juste après. On s'est beaucoup focalisé aujourd'hui et c'est bien normal parce que les enjeux de la CSRD aujourd'hui, c'est énormément autour du reporting. Et le reporting, c'est un exercice auquel les DAF sont extrêmement habitués, qui est avant tout un état des lieux. Et un état des lieux, c'est bien comprendre le passé pour dire où on en est aujourd'hui. Et c'est un exercice qui est extrêmement important dans le cadre de la CSRD. Mais il ne faut pas oublier que dans la CSRD et dans tous les enjeux ESG de manière générale, il y a évidemment un enjeu de trajectoire. On parlait dans des discussions plus tôt ce matin des accords de Paris et des enjeux qu'on peut avoir sur 2030, sur 2050. Et donc, il est important de pouvoir établir une trajectoire pour forecaster où est-ce qu'on va atterrir à ce créneau-là. Et la CSRD, dans cette mesure-là, représente un socle extrêmement intéressant pour les directions administratives et financières et pour les directions RSE, pour non seulement établir où on en est aujourd'hui, mais aussi réfléchir à comment atteindre cet objectif 2030-2050 en projetant la version la plus probable du passé, et comment, peut-être dans un troisième temps, influencer en fait cet avenir. C'était Peter Drucker, un grand théoricien du management, qui disait que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le construire. Et aujourd'hui, les DAF et les directions RSE sont dans une position où elles peuvent non seulement forecaster où est-ce qu'on va atterrir en 2030, en 2050, par exemple sur la trajectoire carbone, mais aussi essayer d'influencer pour avoir une meilleure performance. Et ça s'implique dans chacune des décisions qui sont prises au sein de l'organisation. Et donc, il faut, pour pouvoir influencer le présent qui dessine l'avenir de demain, réussir à s'imbriquer dans l'ensemble des parties prenantes qu'il y a au sein de l'entreprise, les parties prenantes financières bien sûr, extra-financières aussi autour de la RSE, mais aussi opérationnelles, RH, commerciales, logistique, etc. Et donc cette approche multidimensionnelle est particulièrement importante. Donc justement, on va approfondir cette approche multidimensionnelle pour mieux comprendre cet impératif pour vous de dimensionnaliser en fait sa prise de décision. Nous sommes convenus de partir d'un cas client. Et est-ce que vous pouvez, Adrien, nous donner des éléments utiles à notre compréhension sur ce client et le projet qu'il a mené ? Oui, absolument. Et on va se focaliser sur la partie environnementale sur ce cas client. C'est un client que je ne nommerai pas, mais qui est client historique de Pigments qu'on connaît très bien, qui est un retailer, un commerçant de détail français, mais d'envergure internationale. Ils sont présents dans plus de 50 pays. Ils ont plusieurs milliers d'employés. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que c'est un groupe familial. Et donc, je crois que c'était évoqué tout à l'heure par un économiste que la CSRD et de manière générale les enjeux extra-financiers, c'est un moyen pour la DAF de se focaliser sur la valeur de l'entreprise. Et en général, les groupes familiaux sont extrêmement attachés à cette partie-là. Donc, au-delà des reporting qui peut être fait pour les investisseurs, il y a une culture interne autour de la RSE qui est importante. Et puis, il y a un enjeu long terme, en fait, de créer de la valeur pour le long terme, qui s'aligne extrêmement bien avec les enjeux ESG. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec eux, on a commencé à travailler d'abord sur le reporting financier, donc naturellement avec la DAF. Et en fait, c'est la DAF qui s'est emparée du sujet environnemental en faisant appel à Pigments pour essayer de simuler l'impact carbone de la création d'une nouvelle ligne de produits. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur ce sujet. Donc ça, c'était il y a 2-3 ans. Absolument. Et donc, avec Emerge, et avec, je reviens dessus parce qu'il faut le souligner, la directrice administrative et financière qui s'empare d'une dimension extra-financière et c'est le point qui nous intéresse, s'intéresse à l'impact, vous demande votre accompagnement pour définir l'impact carbone d'un nouveau produit à un temps particulier, parce que d'habitude, l'impact carbone, il est plutôt évalué. Une étape ultérieure. Voilà, c'est ça. Absolument. Ouais, en fait, ils sont allés ils sont allés à un niveau plus loin, je dirais, que ce qui se fait habituellement. De manière traditionnelle, quand on veut
développer une nouvelle ligne de produit, on a des enjeux opérationnels, logistiques très clairs, et on a des enjeux financiers. En fait, depuis des dizaines et des dizaines d'années, on a tellement l'habitude de faire de la comptabilité, du reporting financier et d'être challengé sur la partie financière qu'on le fait presque sans penser. Et donc, naturellement, quand on développe quelque chose de nouveau, on va réfléchir à la marge opérationnelle qu'on va générer et toutes sortes d'indicateurs financiers autour de ça. Et donc, en général, on commence par imaginer un nouveau produit, simuler l'impact financier que ça va avoir, décider et l'impact opérationnel, décider ensuite de mettre en place cette ligne de produit, de la produire, de récolter des informations dessus, de mesurer ensuite l'empreinte carbone de ce produit-là, et ensuite de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer l'empreinte carbone de ce nouveau produit. Ce qu'on a fait qui était vraiment innovant et qui est inspirant, je pense, pour beaucoup de retailers, mais aussi dans d'autres secteurs, c'est qu'on a simulé d'emblée, dès le début, au moment de la création de la ligne de produit, l'impact carbone qu'il allait avoir. Et donc on s'est retrouvé en fait dans le modèle avec 3 scénarios. Un scénario de la création de la ligne de produit qui optimisait la partie financière, un scénario qui optimisait la partie carbone, et un troisième scénario, et c'est là où c'est intéressant et où on va peut-être reparler un petit peu de la collaboration tout à l'heure, mais le fait que la direction financière s'intéresse aux enjeux extra-financiers, ça a fait émerger un troisième scénario qui optimisait pour à la fois le financier et le carbone, et qui était encore une autre version du produit. Et ça a permis dans le design même de la création du produit d'optimiser l'impact environnemental tout en optimisant la partie financière. Et c'est là où c'est important de voir que les deux ne sont pas forcément… Ne s'excluent pas. Exactement. D'accord. Et donc, vous faisiez référence à la notion de collaboration qui est très importante, essentielle pour justement avoir cette approche multidimensionnelle. Admettons, dans un monde idéal, que cette collaboration fonctionne parfaitement de la direction financière avec les autres fonctions de l'entreprise et les autres fonctions entre elles. Quels autres aspects peut-on inclure dans une décision ? Ouais, alors d'abord d'un point de vue ESG, il y en a plusieurs. On a parlé de l'impact carbone aujourd'hui parce que c'est souvent ce sur quoi les entreprises sont le plus matures, naturellement, et ce sur quoi elles travaillent depuis le plus longtemps. D'un point de vue environnemental, on peut imaginer qu'on inclut d'autres indicateurs, par exemple les ressources naturelles que l'entreprise va utiliser pour développer ses produits, sa ligne de service, etc. L'inclure directement dans les analyses qu'on fait. D'un point de vue gouvernance, on peut réfléchir à toute la gestion de la relation des fournisseurs qu'on a. Ce que je n'ai pas évoqué sur le business case qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que ce retailer n'est pas producteur lui-même et donc achète ses biens pour réaliser les produits qu'il vend ensuite. Et donc naturellement, le choix des fournisseurs, la gouvernance des fournisseurs va être extrêmement impactante dans l'impact justement qu'on va avoir d'un point de vue carbone, par exemple. Et puis ensuite, dans l'ESG, il y a aussi la partie sociale, qui est un pont direct avec les RH. Et donc là, je pense évidemment au sujet de diversité, d'équité, de lutte contre la discrimination, etc. Ou de formation aussi, dont on parle parfois un petit peu moins, mais qui est importante aussi parce que naturellement, quand je parlais d'un éco-design, d'un design d'un produit dès le départ qui pense à l'environnement, il faut aussi former les équipes sur l'économie circulaire, sur la transition énergétique, sur toute la chaîne de valeur, pour que cette culture de l'ESG soit infusée dès le début. Et justement, pour infuser cette culture de l'ESG, ce qu'il faut, c'est ne pas simplement se limiter aux équipes ESG ou aux équipes financières qui portent ces sujets-là, mais réussir à vraiment infuser les sujets au sein de chacun des métiers. Donc, c'est les patrons et puis les personnes qui travaillent dans les filiales et dans les métiers directement, mais aussi d'un point de vue commercial ou d'un point de vue logistique. Parce qu'en fait, à la fin, une bonne décision, c'est une décision qui est prise avec l'ensemble de ces dimensions-là. Les dimensions financières, extra-financières, opérationnelles, RH, commerciales, etc., etc. Et puis, il y a une troisième dimension de la CSRD qui est parfois un peu oubliée, c'est la gouvernance. Et là aussi, on peut intégrer cette dimension-là si les fonctions collaborent bien entre elles. Et vous preniez l'exemple de la scénarisation d'un changement de fournisseur, je crois. Oui, absolument. En fait, c'est ce que j'évoquais plus tôt, où quand on va choisir tel ou tel fournisseur, on peut réduire considérablement l'impact carbone qu'on va avoir. Ça peut être le fournisseur, ça peut être le transporteur. Mais en fait, toute la gouvernance qu'on a, et a fortiori quand on est une entreprise qui est inscrite dans une chaîne de valeur complexe, en fait, la gestion des fournisseurs et l'approvisionnement aussi de toutes les ressources qu'on a va avoir un impact direct sur son empreinte environnementale. D'accord, donc on peut toucher aussi la gouvernance en appliquant l'approche multidimensionnelle demandée par la CSRD.
Alors, la question suivante porte toujours sur cette approche, cette modélisation multidimensionnelle. Quel est l'apport de l'intelligence artificielle dans une telle recherche? Ouais, c'est un vaste sujet qui pourrait nous prendre toute la session. Je vais essayer d'être synthétique. Pour nous, chez Pigment, il y a deux manières principales dont l'intelligence artificielle peut vraiment aider sur tous ces sujets extra-financiers et plus précisément sur la CSRD. Le premier, c'est justement sur l'enjeu de reporting qui a fait l'objet de beaucoup de discussions ce matin. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de contenu qui est disponible publiquement et en interne. C'est-à-dire que lorsqu'on est un retailer français d'une certaine taille, qui ne produit pas ses propres biens, en fait, il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont partagées dans énormément de contenus disponibles sur Internet ou dans des publications qu'on peut utiliser. Et il y a aussi normalement du contenu interne, c'est-à-dire que ce n'est pas la première année qu'on publie des résultats sur des indicateurs extra-financiers. Et donc, on a aussi des politiques de durabilité qui ont été réfléchies, qui ont été déjà mises en place. Et donc, l'intelligence artificielle peut permettre de compiler l'ensemble de ces informations internes et externes pour essayer de créer une base de connaissances et qui va pré-mâcher en fait, le travail de reporting. Et on va pouvoir aller requêter en fait, cette base de connaissances pour répondre dans les ESRS aux disclosure requirements qui sont très précis sur, j'évoquais l'économie circulaire par exemple avant, et ben on peut avoir du contenu qui est disponible là-dessus et accompagner en fait, l'utilisateur dans la rédaction du rapport. Donc ça c'est la première partie, c'est ce que j'appelle pré-mâcher le reporting. Et là, l'intelligence artificielle générative, dont on parle beaucoup en ce moment, est particulièrement utile. Un autre type d'intelligence artificielle qui est autour du machine learning est aussi intéressant pour la partie plutôt statistique avancée, pour essayer d'avoir des modèles de simulation qui permettent, donc typiquement on parlait de la trajectoire carbone tout à l'heure, il y a des grands enjeux de scénarisation et de simulation dans le futur, en fonction des décisions qu'on va prendre, quelle va être l'empreinte carbone qui va être associée à ces décisions-là. Et là-dessus, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des modèles plus avancés, plus poussés, plus granulaires et donc plus précis. Et donc, pour conclure, quels sont pour vous, quels sont les 3 conseils que vous souhaiteriez partager pour favoriser cette approche multidimensionnelle? Ouais. Le premier, c'est vraiment cet aspect de collaboration. On l'a évoqué, aujourd'hui, on parle aux directions administratives et financières sur des sujets qui sont extra-financiers, donc ça montre déjà qu'il y a de la collaboration, puisqu'il y a des personnes financières qui s'occupent de l'extra-financier. Mais comme on le disait plus tôt, en fait, il y a énormément de dimensions dans une décision qui est prise, et chacune des décisions contribue à l'impact ESG qu'on va avoir dans le futur. Et je pense que les directions financières ont beaucoup à apprendre de l'expertise métier des équipes RSE. Et inversement, les équipes RSE ont beaucoup à apprendre de tout l'exercice de reporting et d'analyse que les directions financières ont l'habitude et auxquelles elles sont habituées à travailler. Donc ça, c'est un premier enjeu, c'est la collaboration pour aligner l'ensemble des parties prenantes, notamment en interne de l'entreprise. Le deuxième point, c'est, et on l'évoquait au tout début, c'est on a bien conscience qu'aujourd'hui, le gros enjeu de la CSRD, c'est déjà de produire le premier rapport pour faire cet état des lieux. Mais comme on le disait, il y a une partie trajectoire là-dedans. Et je crois que c'était plutôt, on disait que travailler sur la CSRD, c'est déjà un petit peu l'adopter, et donc adopter en fait la partie ESG, les enjeux ESG de l'entreprise. Et là-dessus, du coup, c'est aussi savoir se projeter et être capable de se dire, au-delà du reporting, comment, une fois que j'ai indiqué les politiques de durabilité que je vais avoir, comment, je les mets en place, et comment, je peux améliorer la performance que je vais avoir. Et donc être dans cette logique de l'action dans le futur. Vous qualifiez ça d'un certain état d'esprit. Voilà, exactement. Et puis le dernier point, c'est être capable d'avoir une plateforme commune qui réussit à fédérer l'ensemble des parties prenantes. J'évoquais au début la collaboration. Pour que tout le monde puisse collaborer, il faut qu'ils puissent parler le même langage. Il faut qu'ils puissent avoir un forum dans lequel collaborer. Et donc avoir une plateforme qui permet de simuler l'impact opérationnel, l'impact commercial, l'impact RH, l'impact carbone, l'impact financier d'une même décision pour insuffler et infuser en fait, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans chacune des décisions qui sont prises dans l'entreprise. Ce que la finance a très bien fait au cours des dernières décennies, c'est extrêmement important. Et donc se doter d'une plateforme qui permet de fédérer toutes ces personnes-là, c'est clé. Très bien. Donc la collaboration entre les équipes, un certain état d'esprit et un outil qui favorise l'approche multidimensionnelle. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Adrien. Merci infiniment à vous.